19h45 à la télévision Labari, monsieur, dame, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 13 août 2020. 19h45 que nous débutons avec cette brève. Les acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Moukela Alidou du SINASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT Michael Zoudi et Moudi Moussa du mouvement Tournant la page TLP Niger vont passer leur 149e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daikena, Oualam et Kolo. C'est dans la région de Tillabéri. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 dernier pour avoir dénoncé le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. À la suite de l'attaque terroriste de Kouré le dimanche dernier où 8 personnes ont été tuées, dont 6 Français et 2 Nigériens, la France a classé le Niger pour un pays dangereux en demandant à ses ressortissants d'être prudents. Une annonce qui a fait réagir les acteurs politiques. Habibou Kadaouré, président du SRDR Sabois, que je vous propose de suivre avant de le retrouver en partie magazine. Dans sa forme comme dans son contenu, ce classement vient, selon nous, quelque part corroborer une certaine façon, d'accord, de gouverner le Niger. Parce que vous savez, un pays avec qui vous avez des relations bilatérales saines, historiques, et avec qui également vous partagez des relations bilatérales, parce qu'avant tout, la France est un pays membre influent de l'Union européenne. Et je pense qu'aujourd'hui, la position de la France peut éventuellement être partagée par toute la communauté européenne. Ce qui veut dire que c'est vraiment une position assez désavantageuse pour notre pays. Mais nous, à notre niveau, l'appréciation que nous portons sur ce classement, c'est beaucoup plus, quelque part, le laisser-aller que les autorités africaines de manière générale et puis nigériennes de manière particulière ont fait sur les relations normales qui doivent exister entre nous et ces pays. Je pense qu'un pays frère doit avant tout défendre, c'est vrai, ses intérêts et puis également penser à la défense des intérêts de l'autre pays frère. Aujourd'hui, le Niger est un pays qui est plein dans l'organisation des élections, le processus électoral, et d'ailleurs la convocation même du corps électoral sera pour bientôt. Et à notre connaissance, c'est vrai qu'il y a des poches, ou je dirais des foyers d'insécurité, un peu partout, du côté de la frontière avec la Libye, du côté de la frontière avec le Nigeria, le Tchad, du côté de la frontière avec le Mali et un peu le Burkina Faso, qui sont là. Et que la zone dans laquelle ces bandits armés, ou je dirais les terroristes ont perpétré cet attentat, c'est vrai que cet attentat a été particulier parce qu'il y a eu un partage abondant des images démontrant le degré de la cruauté de ce crime-là. Rendez-vous donc en partie magazine pour suivre l'intégralité de cette intervention. La salle de conférence du gouvernorat de Tillabéri a abrité hier la conférence régionale élective de la section MNSD Nassara de Tillabéri. Il s'est agi au cours de ces assises du choix du secrétaire général du bureau politique national. Le résumé avec Adam Soumana sur les images d'Ibrahim Abdou. Il
sont 312 sur 335 délégués que comptent les 13 coordinations départementales MNSD de la région de Tillabéri à converger en ce lieu, abritant la conférence régionale du parti ayant enregistré une participation massive des militants. La désignation du secrétaire général du bureau politique national MNSD Nassara a constitué le seul point inscrit à l'ordre du jour de ces conclaves. Un poste stratégique pour lequel la section MNSD de Zender présente un candidat en la personne de Maïsaleh Djibrilou dont la demande de soutien formulée par sa section a été lue à l'assistance. Ainsi, après une analyse pertinente de la situation, les conférenciers ont adopté d'importantes résolutions et motions portant sur la vie du parti et celle du pays en général. Réunis en session extraordinaire le 12 août 2020 à Tillabéri sous la présidence de son Excellence Elhadji Seynou Oumarou, président de la section, apporte son soutien à la candidature de M. Maïsaleh Djibrilou au poste de secrétaire général du MNSD Nassara. Fait à Tillabéri le 12 août 2020, la conférence régionale. La conférence régionale élective de la section MNSD Nassara de Tillabéri engage l'ensemble des militantes et militants de la section en général et tous les responsables du parti à tous les échelons, en particulier, à œuvrer scrupuleusement au choix des meilleures candidates et candidats aux élections locales et législatives, et ce, dans les meilleurs délais. Considérant la résolution numéro 1 du congrès ordinaire du MNSD Nassara tenu le 23 mars 2019 à Tawa, relative à l'investiture du candidat du parti aux prochaines élections présidentielles, invite l'ensemble des militantes, militants et sympathisants du parti à se mobiliser massivement pour une victoire éclatante du candidat du parti, son Excellence Elhadji Seynou Oumarou. Demande au gouvernement de prendre toutes les mesures pour soutenir le monde rural durant cette période de soudure, notamment en activant les mécanismes de la vente à prix modéré des denrées alimentaires. Encourage le gouvernement à intensifier la lutte contre toutes les formes d'insécurité, notamment par la mise à disposition des forces de défense et de sécurité plus de moyens. Exhorte vivement le gouvernement à prendre toutes les dispositions idoines pour sécuriser davantage les prochains scrutins dans la région de Tillabéri. Apporte son soutien moral à toutes les victimes des inondations. Demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour prévenir d'autres catastrophes et assister les nombreuses victimes en détresse. Procédant à la clôture des travaux, le président de la section MNSD Tillabéri n'a pas caché son satisfecit pour la tenue de ces assises et demandé par la même occasion une mobilisation forte des militantes et militants pour les échéances électorales prochaines. Le MNSD compte sur vous, surtout dans cette période préélectorale. Nous l'avons dit tout à l'heure, plusieurs intervenants l'ont dit, les élections qui se dérouleront à partir du 13 décembre, plaise à Dieu, ce sera d'abord les élections locales, ensuite le premier tour des présidentielles et les législatives, et le second tour dans le mois de février 2021, plaise à Dieu. Nous vous demandons pour toutes ces élections, comme l'a souhaité et même dit tout à l'heure dans la résolution concernant les élections, nous vous demandons, et par rapport donc à ces élections présidentielles, législatives et locales, de vous mobiliser, de mobiliser l'ensemble des militantes et militants du MNSD Nassara pour une victoire éclatante de notre parti. Après ces conclaves de la section MNSD Tillabéri et celle des autres sections sœurs du pays, rendez-vous est pris pour le samedi 15 août 2020 en vue de l'élection du secrétaire général du Grand Baobab des partis politiques nigériens qui enregistre ces derniers temps une adhésion massive de nouveaux militants qui s'est fait sans tambour ni trompette. En marge de cette conférence, un des nouveaux adhérents au MNSD Nassara et pas de moindre, à la personne de l'ancien ministre Ibrahim Issifou Sadou, nous donne les raisons qui ont motivé
son adhésion au parti MNSD Nassara. On l'écoute. Mon adhésion au MNSD Nassara est tout simplement motivée par, je peux le dire, le leadership, le sens de patriotisme, le sens du respect de la personne humaine du président du parti Saini. J'ai vu l'engagement de Saini Oumarou. J'ai vu de la façon dont il gère son parti, j'ai vu sa vision pour le pays, j'ai vu l'engagement pour la jeunesse, pour le développement, pour les femmes, tout ce dont on peut dire le pays souffre, toutes ces valeurs qui sont parties, qui sont l'intégrité et tout ce qui ça compose, je les ai retrouvés au niveau du président Saini. À part le fait que le MNSD soit un grand parti avec un programme élargi, un grand programme, sans oublier dans le passé les espoirs que nous avons vus depuis le régime de Tanja à ce jour. Convaincu de tout ceci, j'ai décidé, mes camarades et moi, parce que là, vous avez vu à la conférence, c'est mon nom seul qu'on a cité, c'est moi seul qu'on a félicité, mais nous sommes nombreux. Et ça, je veux dire au président Saini que nous sommes nombreux, que ce soit mes camarades avec lesquels nous étions dans l'autre parti, nous sommes nombreux. Il y a encore d'autres militants, d'autres formations politiques qui sont en train de venir. Et même, je dis bien même, des structures apolitiques qui ont décidé de soutenir la candidature de Al-Hadji Saini Oumarou pour sa clairvoyance, pour son honnêteté, pour son intégrisme. Et c'est pour cela que je lance un appel à l'ensemble de tous les jeunes, de toutes les forces vives de la nation, pour un Niger émergent. Si nous voulons retrouver les valeurs anciennes de notre cher Niger, je demande à toute la jeunesse, à toutes les femmes, à tous les hommes de venir adhérer au MNSD Nassara pour qu'ensemble nous puissions triompher, pour qu'ensemble nous puissions en tout cas porter haut le flambeau de notre cher pays. Le comité d'organisation de la fête tournante du 18 décembre, édition 2020 d'IFA Ingela était face à la presse cet après-midi pour faire le point des travaux engagés à cette date. Les membres des commissions spécialisées étaient autour du président du comité pour apprécier l'état d'avancement des travaux. Précision avec Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Aoudou. À exactement 110 jours de ce grand événement national, le comité d'organisation nationale s'est réuni pour faire le point de l'exécution des travaux. Sur l'ensemble des chantiers prévus, 18 prioritaires ont été lancés. La première action, c'est la construction d'une nouvelle case de passage présidentielle. Cela est en train de se passer dans les bonnes conditions. Aujourd'hui, nous sommes au moins à 50-55% du taux de réalisation. La construction de l'aéroport et du salon d'honneur de l'aéroport, c'est aussi lancé. Et nous sommes, à la date d'aujourd'hui, au moins à 21-22% du taux de réalisation. La construction d'une tribune pour le grand défilé, d'une nouvelle tribune, s'est engagée aussi. Et nous sommes au moins à 50-53% de taux de réalisation. La construction d'infrastructures universitaires, donc nous avons retenu la construction d'un amphithéâtre de 600 places. L'implantation a eu lieu et ils sont au stade de fouille. La construction d'une salle de conférence s'est engagée, c'est dans l'enceinte de la Maison de la Culture. Ils sont au moins à 25-26% de taux de réalisation. La construction d'un pavillon d'urgence VIP à l'hôpital. Parmi les chantiers en cours d'exécution, le comité a retardé le démarrage de certains travaux pour des raisons stratégiques. Compte tenu du retard qui a été accumulé, il y a vraiment des points critiques sur lesquels, particulièrement la commission chargée de la voirie, doit être très vigilante pour qu'on puisse relever ce défi-là. Il y a la réhabilitation de l'hôtel du 18 décembre, c'est-à-dire l'hôtel qui a été construit à l'occasion du 18 décembre 2009. Donc là, compte tenu du fait que c'est une réhabilitation, nous avons volontairement traîné le démarrage des activités. Les marchés ont été attribués, les contrats sont signés,
mais nous avons retardé la livraison de l'ordre de service parce qu'il ne faut pas qu'on finisse la réhabilitation et qu'avant la fête, que les gens l'utilisent et puis détériorer. Donc c'est vraiment sciemment qu'on a retardé la délivraison de l'ordre de service. Au total, c'est un budget de 18 milliards de francs CFA que le comité national a présenté au comité interministériel d'orientation qu'il a adopté. Pour l'édition 2020 de la fête tournante du 18 décembre, 19 commissions spécialisées ont été mises en place concernant tous les aspects des festivités au menu. Lancement officiel ce matin au quartier Tondegamay des activités de la deuxième phase du programme de renforcement de la famille. C'est l'initiative de SOS Village d'enfants en Niger sur le financement du SOS Village d'enfants suisse. Asma Osedou et Aboubakar Souley. Prévenir la rupture et la séparation des enfants de leur famille, tout en renforçant les capacités de ces familles et leurs communautés jusqu'à ce que celles-ci soient en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. C'est la principale mission du programme de renforcement de la famille PRF2 Niamey, dont les activités de la deuxième phase du programme ont été officiellement lancées ce jeudi à travers cette cérémonie. Une initiative de SOS Village d'enfants Niger. À travers ce programme, nos services touchent davantage un plus grand nombre d'enfants et familles en situation de vulnérabilité dans la ville de Niamey. Cette phase sera axée sur la consolidation et la pérennisation des acquis de la première phase via les structures communautaires déjà mises en place, tout en mettant l'accent sur le renforcement de leur capacité pour qu'elles soient opérationnelles et plus responsables dans la prise en charge et la protection des enfants. Pour cette phase, nous comptons toucher 15 405 bénéficiaires directs et 6 089 bénéficiaires indirects. L'impact recherché est qu'à la fin de ce programme, notamment en 2022, les enfants des 6 quartiers d'intervention du programme soient épanouis et vivent dans un environnement protecteur. C'est un engagement dont nous ferons la promesse de tenir en tant que partenaire fiable. Mais ce noble travail est ambitieux. En faveur des enfants des couches défavorisées et de la communauté ne pourra être atteint sans l'engagement de toutes les parties prenantes, notamment les autorités régionales, communales, coutumières, les services techniques, les populations des quartiers d'intervention et les partenaires. Témoin de la qualité de l'intervention de SOS Village d'enfants, le gouverneur de la région de Niamey se réjouit de cette initiative d'une importance capitale. Ce programme a marqué d'une empreinte sa présence au sein des communautés bénéficiaires, tant dans le domaine de la protection de l'enfant, le renforcement économique des ménages, que dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle. J'ai à l'occasion moi-même été témoin des réalisations du programme lors de la remise officielle des classes construites à l'école Yas Salam. J'ai également eu à visiter le village SOS Village d'enfants de Niamey et j'ai pu vous assurer de mon admiration pour la qualité de l'intervention de cette ONG. Pour consolider les acquis de la première phase, une seconde phase qui a une durée de 3 ans est amorcée. Nous espérons davantage de réalisations après la mise en œuvre des activités prévues dans le plan d'action 2020-2022 pour renforcer de manière significative le bien-être des populations précitées. Ce programme de renforcement de la famille d'une durée de 3 ans est financé par SOS Village d'enfants suisse et permettra d'améliorer les conditions de vie des enfants et des familles du Niger. Ce matin, à la cour d'appel de Niamey, 3 nouveaux notaires ont prêté serment devant le président de la cour, Ibrahim Harouna. D'autres précisions avec Ali Sissé Ibrahim et Sadou Doumi. La cérémonie de prestation de serment des 3 notaires qui sont Moussa Saleh, Habib Diouf et Halissou Ayouba a débuté par la vérification faite par le président de la Cour de la somme de 3 millions de francs CFA que chaque récipiendaire a obligatoirement versé. Ensuite, ce fut au tour de la greffière Ramato Tassoum de lire les 3 arrêtés ministériels qui acceptent les 3 nouveaux notaires. Prenant la parole à son tour, le procureur général Serge Tanko attira l'attention des nouveaux notaires en ce qui concerne le respect de la loi. L'exactitude
et la probité. La probité, c'est l'honnêteté, c'est la droiture. Vous devez donc être propre, c'est-à-dire honnête avec vos clients, honnête avec vos partenaires qui viennent vers vous, pour la plupart parce qu'ils ont confiance. Ils ont confiance parce qu'ils savent que vous êtes des spécialistes du droit. Nous requérons qu'il vous plaise, Monsieur le Président, de donner acte au ministère public de cette question, recevoir les récipiendaires en leur serment, leur en donner acte et les renvoyer à l'exercice de leurs fonctions. Par la suite, le président de la Cour, Ibrahim Harouna, a procédé à la lecture des termes du serment qui a permis aux 3 récipiendaires de lever leur main droite en jurant de respecter leur serment. Et tout juste après, le juge Ibrahim Harouna leur a prodigué le conseil suivant. Je vais insister sur un seul aspect, je dis bien sur un seul aspect, la tentation. Parce qu'il a parlé de tentation. Généralement, quand les notaires tombent sous le coup de la tentation, alors là, maintenant, ils violent la loi. N'utilisez pas le raccourci parce qu'il y a des clients qui vont venir vous dire non, après je vais faire venir notre partie pour signer et vous délivrer l'acte. Soyez sûr que ça risque de tomber sous le coup de la loi. Donc faites attention vraiment à la tentation. Après la consécration des 3 nouveaux notaires, Maître Moussa Saleh, un des récipiendaires, a réagi en ces termes. Nous sommes très contents et nous nous réjouissons de cette prestation. Et nous remercions tout le monde, tous ceux qui se sont donnés pour que cette prestation-là puisse avoir lieu. Et mes impressions, donc c'est des impressions générales de la profession, comme l'a souligné le procureur général et le président de la Cour d'appel, c'est que c'est une profession qui exige de l'honnêteté, de la droiture, et surtout beaucoup de diligence. Et à travers mon serment, effectivement, je m'engage à respecter toutes ces règles afin que cette profession dans laquelle je viens de rentrer puisse prospérer et qu'il n'y ait aucun problème. Cette cérémonie de prestation des 3 nouveaux notaires s'acheva avec une séance de congratulation de la part de plusieurs personnes qui ont effectué le déplacement à la cour d'appel pour la circonstance. Chaque année, consécutivement à l'abondance des précipitations, des catastrophes surviennent éventuellement. Comment la délégation spéciale anticipe-t-elle les catastrophes et quelle protection la digue sur le fleuve Niger offre-t-elle aux riverains? Détail avec Ali Sissé Ibrahim et Sadou Doumi. L'inquiétude de beaucoup de Nigériens suscitée par l'installation timide de la saison pluvieuse se dissipe avec le temps. Dans presque toutes les localités de notre pays, le mois d'août qui est en cours voit d'impressionnantes quantités de pluie tomber dans l'espace et le temps. Cependant, l'abondance de pluie n'est pas sans conséquence du fait du risque d'inondation qui peut engendrer des catastrophes qui peuvent affecter l'environnement, particulièrement les habitations construites sur des terrains potentiellement inondables. Le président de la délégation spéciale de Niamey, Mokhtar Mahmoud, précise les mécanismes mis en place pour faire face à d'éventuelles catastrophes. À l'entame de cette saison de pluie, nous avons fait un communiqué. Et tout récemment, nous sommes renseignés avec la météo qui nous a déjà prévenu qu'il y aura des grandes pluies. Et nous avons fait un communiqué. Dans ce communiqué, nous avons rappelé aux populations les zones très vulnérables. Nous avons rappelé aux populations des contacts. Le numéro des pompiers, le numéro de Ignala, le numéro que nous avons créé sur une plateforme WhatsApp, tout cela pour que ces populations puissent nous communiquer les problèmes qu'elles vivent et que nous puissions apporter notre concours. Je précise bien qu'il y a des zones qui méritent aujourd'hui une attention particulière. Et je précise aussi que nous connaissons le problème et que nous sommes en train de l'aborder avec la méthode. Nous avons besoin de la compréhension de ces populations, nous avons besoin de l'implication de cette population. Quelle implication nous sollicitons à cette population? C'est d'éviter de construire dans les zones inondables.
La ville de Niamey ne donne pas des permis de construire dans ces zones, mais nous avons plein qui construisent sans permis de construire. Et je pense que quelque part, il faut que les populations aussi se posent les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est quoi? Où est-ce que je dois construire? Parce que là où vous construisez, vous avez besoin de la sécurité. Vous avez besoin de la sécurité pour votre famille, pour vos femmes, pour vos enfants. Donc il faut que les populations aussi arrêtent de construire. La ville de Niamey est grande. Il y a aujourd'hui des zones non inondables qui ne sont pas construites. Il y a des zones inondables qui sont malheureusement construites. Plus encore, suite aux inondations observées en 2012, le projet de gestion du risque et de catastrophe a été installé. Un projet qui s'illustre par son engagement dans la résilience contre les catastrophes, surtout naturelles. De ces actions, la construction de la digue qui ceinture le fleuve et qui empêche des inondations sur son versant gauche est remarquable, ce qui a provoqué la réaction de ces riverains. Nous disons que cette digue nous a été d'un grand secours. Elle nous protège. Sans cette digue, nous allons nous retrouver dans une situation d'inondation. La seule remarque par endroit, cette digue demande des réparations. Nous remercions pour la construction de cette digue. Elle assure notre sécurité. Nous remercions Dieu et ceux qui l'ont construite. La seule chose qui reste est l'entretien de la digue. Cette digue est une bénédiction pour nous. Actuellement, avec la protection qu'offre la digue, cela nous permet de faire du jardinage et nous vendons les produits au marché, ce qui est bénéfique. La digue construite par le projet de gestion des risques et des catastrophes est d'un apport inestimable dans sa capacité à retenir les eaux. Cependant, il revient davantage à la délégation spéciale de la région de Niamey de mener des campagnes de sensibilisation pour dissuader les populations à construire sur des terrains inondables. Les réseaux sociaux, moyens de communication et d'information sont aujourd'hui utilisés de manière abusive, surtout par les jeunes qui consacrent un temps fou à naviguer et cela inutilement. C'est le constat de notre stagiaire Mbeko Félicité et Chebou Idisso. Avec l'évolution de la technologie, nous assistons de façon impuissante à une véritable révolution dans nos habitudes quotidiennes, notamment chez les jeunes qui sont les plus accrochés sur les réseaux sociaux. Certains les utilisent pour leur culture générale, par contre d'autres s'en servent pour rester en contact avec la famille, les amis et autres. La jeunesse oublie tout et concentre toutes leurs préoccupations sur les réseaux sociaux. Au lieu d'aller travailler, au lieu de très bien étudier, au lieu de fournir l'effort. Et on constate qu'on voudrait assez que l'on se confine dans sa chambre et tout se réduit à ces réseaux-là. Le plus souvent, les réseaux sociaux ont fait en sorte que le temps de travail est confondu à un temps de distraction. Laquelle distraction d'ailleurs est une distraction illusoire qui ne leur produit pas beaucoup de choses. Même les gens qui ne sont pas assez éveillés utilisent les réseaux sociaux dans le but de communiquer. Mais il est déplorable de voir qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont utilisés pour soit insulter ou soit s'envoyer des informations qui ne sont pas viables. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont des moyens de transmettre des informations, d'enseigner, telles qu'à travers les groupes WhatsApp, ou bien de donner des informations à la minute qui suivent. Je pense bien que c'est juste l'usage qu'il faut voir. Nous nous connectons toujours. D'autres, ils se connectent pour chercher des informations. D'autres partagent des informations. Il y a d'autres qui utilisent ça positivement, d'autres aussi négativement. Ce n'est pas seulement d'utiliser les réseaux sociaux qui est le problème. Est-ce que ce que je suis en train de faire là, ça m'avantage ou oui ou non? De par le monde, la jeunesse est devenue dépendante des réseaux sociaux. En effet, beaucoup de jeunes s'éloignent du monde sociétal pour s'accrocher au monde virtuel.
avec l'envahissement des réseaux sociaux, un monde virtuel où la réalité n'y est pas, mais dont vous avez la sensation ou le ressentiment que vous êtes déjà dans un monde réel. Et vous avez, malheureusement, pour ceux qui n'ont pas une certaine capacité de compréhension, l'intention de vouloir dupliquer ce que vous êtes en train de voir à travers les réseaux sociaux. Il est véritablement un monde transversal qui est venu bousculer les normes sociétales que nous connaissons. Les normes sociétales que nous connaissons, sur la base desquelles nous avons été éduqués, aujourd'hui ne répondent plus aux besoins actuels pour éduquer nos enfants. Il y a nécessité pour la société, pour les autorités, de pouvoir anticiper dans la mesure du possible afin que nous puissions donner ou sélectionner les meilleurs éléments qui puissent coller à notre réalité. S'informer est une chose capitale. Cependant, l'utilisation abusive des réseaux sociaux par la jeunesse pourrait avoir des conséquences sur la société. La jeunesse doit se servir des réseaux sociaux comme un moyen de communication, de recherche et autres, et non pour des passe-temps inutiles. Place à présent à la partie magazine consacrée à la réaction du président du SDR Saboua. C'est l'annonce du ministère français des Affaires étrangères qui a classé le Niger comme pays rouge, donc déconseillé aux Français. Pour Habibou Kadaouré, cette décision ne doit pas avoir des conséquences sur le processus électoral. Très bonne réception à vous. Tout d'abord, nous tenons à déplorer quand même cette situation de terrorisme dans laquelle végète notre pays, le Niger, qui a occasionné, selon beaucoup de circonstances et puis également suivant plusieurs modes opératoires, des pertes en vie humaine, tantôt des nationaux, tantôt des étrangers. C'est une situation vraiment déplorable. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour que les conditions soient créées afin que cela s'arrête définitivement dans notre pays. C'est vrai que, comme tous les autres internautes, notre parti SDR Saboua a eu à apprendre que le Niger a été classé par le gouvernement français comme étant un pays dangereux, comme étant un pays classé dans la zone rouge. Selon les informations qui nous sont parvenues, c'est le Quai d'Orsay qui n'est ni plus ni moins comme le ministère des Affaires étrangères de notre pays. Et donc ce classement n'est pas un classement résultant d'une décision des institutions internationales. C'est plutôt un pays qui a estimé que ses intérêts et puis également ses citoyens qui peuvent éventuellement être en séjour ici au Niger soient en danger. À mon avis, je considère que cette position est d'abord une position française et pas une position nigérienne, et non plus une position de la communauté internationale. Parce que les avis et les appréciations sont particulièrement mitigés. Dans sa forme comme dans son contenu, ce classement vient, selon nous, quelque part, corroborer une certaine façon, d'accord, de gouverner le Niger. Parce que vous savez, un pays avec qui vous avez des relations bilatérales saines, historiques, et avec qui également vous partagez des relations bilatérales, parce qu'avant tout, la France est un pays membre influent de l'Union européenne. Et je pense qu'aujourd'hui, la position de la France peut éventuellement être partagée par toute la communauté européenne.
Ce qui veut dire que c'est vraiment une position assez désavantageuse pour notre pays. Mais nous, à notre niveau, l'appréciation que nous portons sur ce classement, c'est beaucoup plus, quelque part, le laisser-aller que les autorités africaines de manière générale et puis nigériennes de manière particulière ont fait sur les relations normales qui doivent exister entre nous et ces pays. Je pense qu'un pays frère doit avant tout défendre, c'est vrai, ses intérêts et puis également penser à la défense des intérêts de l'autre pays frère. Aujourd'hui, le Niger est un pays qui est plein dans l'organisation des élections, le processus électoral, et d'ailleurs la convocation même du corps électoral sera pour bientôt. Et à notre connaissance, c'est vrai qu'il y a des poches où je dirais des foyers d'insécurité, un peu partout, du côté de la frontière avec la Libye, du côté de la frontière avec le Nigeria, le Tchad, du côté de la frontière avec le Mali et un peu le Burkina Faso, qui sont là. Et que la zone dans laquelle ces bandits armés, ou je dirais les terroristes ont perpétré cet attentat, c'est vrai que cet attentat a été particulier parce qu'il y a eu un partage abondant des images démontrant le degré de la cruauté de ce crime-là. Donc si vous voyez, cela s'est passé dans une zone sous état d'urgence, même si le département de Kolo, jusqu'aux récentes attaques, était épargné. Ce qui veut dire que cela est véritablement quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Si réellement les autorités françaises, ou je dirais la représentation diplomatique française ici au Niger, avaient pris ses responsabilités d'éviter à ses ressortissants d'aller dans ces zones classées assez dangereuses. Mais enjamber tout cela pour arriver à classer tout le Niger comme étant un pays dans la zone rouge, déconseillé aux ressortissants français, sauf en cas de nécessité ou bien sauf en cas d'accompagnement par une certaine sécurité rapprochée, nous estimons que c'est trop dit. Et que nous souhaitons à ce que, d'abord parce que c'est le travail des autorités, des plus hautes autorités de notre pays, de réagir par rapport à cela, de prendre position par rapport à cela et de faire un profond réaménagement de leur comportement par rapport à la défense des intérêts qui ne sont pas les intérêts du Niger et les intérêts sous-régionaux. Parce que si vous voyez quelqu'un se comporter de la sorte, quelque part il se sent en droit de le faire. Mais si les autorités ont toujours affiché une attitude assez responsable, assez défensive par rapport à notre pays, cela ne va pas arriver. Il y a également mes concitoyens, je le dis. Mes concitoyens, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, par manque de réaction tout à fait officielle par rapport à cette situation, il y a un foisonnement des réactions sur les réseaux sociaux, les unes plus correctes que les autres. Les avis sont assez mitigés. Mais tout de même, il faut admettre que le Niger aujourd'hui, c'est un pays qui n'a pas
de manière assez particulière, connu des attaques dans la capitale, des attaques terroristes dans la capitale, la ville de Niamey. Jusque-là, c'est dans des zones reculées. Mais aujourd'hui, si vous prenez la France, qui classe le Niger comme étant un des pays les plus dangereux, mais il y a eu des attaques en plein centre de Paris, avec Charlie Hebdo, avec Bataclan, d'accord, les frères Mera, tous ceux que nous connaissons, que nous voyons à travers les informations. Et si tout cela n'est pas suffisant pour amener la France à classer ne serait-ce que Paris ou les autres villes dans lesquelles il y a eu des attaques pareilles comme étant des zones dangereuses, pourquoi le faire pour le pauvre Niger, qui est un pays à la recherche d'une voie pour assurer son développement et sortir la population de la précarité, de la pauvreté. Il y a également autre chose qu'il faudrait noter. Ici au Niger, il y a eu des attaques ayant coûté la vie à des centaines de forces de l'ordre. Pourquoi la France n'a pas réagi depuis le lendemain de ces attaques pour classer le Niger comme étant un pays dangereux? C'est vrai que peut-être il nous faut avoir une appréciation assez juste de ce qu'ils ont dit. Peut-être c'est dangereux pour les Français parce que cette fois-ci, c'est les Français qui ont été attaqués, qui ont été tués. C'est pour ça qu'ils ont déconseillé aux Français en disant aux Français que c'est un pays dangereux, mais pas peut-être au reste du monde que ce pays reste dangereux parce que le Niger est un havre de paix. Et nous partageons, si vous voulez, tout ce que les gens racontent, mais nous responsabilisons nos plus hautes autorités sur le fait de maintenir le Niger dans cette situation d'insécurité, de maintenir le Niger dans cette situation d'injustice sociale, de maintenir le Niger dans cette situation de corruption, de maintenir le Niger dans cette situation d'impunité. Impunité, pourquoi? Parce que tout le monde reconnaît ce qui s'est passé au ministère de l'Intérieur. C'est vraiment quelque chose d'assez déplorable, parce que c'est ministère de la Défense plutôt, c'est quelque chose d'assez déplorable parce que ça se rattache directement, d'accord, à ce que nous vivons comme insécurité dans ce pays. Vous savez très bien que le Niger, c'est un pays touristique, où on a plusieurs sites touristiques. Cette situation qui vient s'ajouter à la situation du Covid-19, ça ne va pas épargner le Niger. Et le fait qu'un pays comme la France prend position de cette façon, c'est quelque chose qui risque de se généraliser. Mais nous invitons d'abord les autorités nigériennes à réagir, à fermement réagir par rapport à cela. Et puis également créer les conditions pour que cela ne se reproduise plus sur le territoire nigérien. Et également inviter toutes les forces vives de la nation de prendre position pour exiger de nos autorités d'assurer la sécurité des Nigériens, parce que la sécurité reste, jusqu'à preuve de contraire, un droit constitutionnel au Niger. Et donc, les élections qui seront bientôt organisées, s'ils vont être organisées suivant des états d'urgence déclarés dans tel ou tel secteur, ou suivant des classements réalisés par des puissances comme la France, ça serait des élections pas vraiment bonnes pour le Niger, parce qu'il faudrait créer les conditions pour que l'appréciation que les gens vont apporter sur le suffrage exprimé par le peuple soit une bonne appréciation. Parce que tout part des conditions dans lesquelles ce suffrage a été exprimé. Raison pour laquelle nous souhaitons, en tout cas en tant qu'acteurs politiques, à ce que
cette question soit vite, urgemment prise en compte, en charge par les autorités de ce pays. Une appréciation, un avis d'un pays, en principe, si réellement nous sommes un État souverain, reste un avis. Nous sommes un pays indépendant. Nous sommes un pays libre de décider. Et que le fait d'empêcher des Français, qui en réalité, ils ne vont même pas voter ici au Niger, de venir au Niger, de voyager dans nos terres, ne doit en aucun cas toucher à la crédibilité du scrutin ou empêcher ce scrutin, à moins qu'il y a des intentions cachées. Et nous ne croyons pas à cela. Nous croyons fermement à ce que le processus électoral est en train de se dérouler correctement et que nous arriverons aux élections sans pour autant que des conditions soient créées pour perturber la tenue de ces élections-là. C'est ce à quoi nous croyons. Et il faut admettre qu'on a abattu un travail de création de fondation, un travail d'implantation et de structuration, un travail de sensibilisation de la population par rapport à nos objectifs, nos aspirations et l'idéologie de notre formation politique. Aujourd'hui, nous sommes face à cette tâche assez ardue de préparer nos candidats aux élections. Ce qui veut dire que l'attitude que nous devons afficher face à une situation d'insécurité, d'accord, c'est vraiment une attitude d'abord de prière en tant que musulmans. Nous prions pour que ce climat d'insécurité-là soit totalement effacé sur le paysage de notre pays. Nous prions également pour que les acteurs politiques comprennent les enjeux multiples qui sont vraiment liés à l'organisation de ce scrutin 2020-2021. Et comme bien d'autres, nous sommes engagés dans ce processus et nous attendons vraiment qu'il y ait un véritable changement, qu'il y ait une véritable prise de conscience et qu'il y ait quelque part aussi un véritable vote sanction par rapport au climat délétère, par rapport à la situation d'insécurité, par rapport à la pauvreté, par rapport à l'impunité, par rapport au favoritisme, au népotisme, au passe-droit qui se sont multipliés et qui caractérisent aujourd'hui le fonctionnement de beaucoup de choses ici au Niger. Nous combattons cela et nous invitons l'ensemble de la classe politique à faire de même pour que d'ici ces élections-là, tout ce qu'il y a comme mot qui gangrène notre pays, sa situation socio-économique et politique, vraiment trouve des solutions durables et efficaces. Vous savez, avec la situation du Covid-19, déjà nous traversons une période assez particulière. Pourquoi assez particulière? Parce que déjà trop peu de va-et-vient des étrangers dans les différents pays, ce n'est pas au Niger seulement. Ce qui veut dire que peut-être nous arriverons aux élections sans pour autant que les frontières, d'accord, soient véritablement ouvertes. Si je parle de véritablement ouvertes, pas permettre de voyager, mais de permettre de voyager librement. Donc vous voyez cette timidité créée en termes de circuits aériens, en termes de circuits routiers sur le Niger, a un peu duré. Et que si aujourd'hui le gouvernement français demande aux Français de ne plus
visiter le Niger, sauf sur condition d'une sécurité abondante. Moi, je pense que c'est juste quelque chose qui vient s'ajouter à la situation existante. Parce que là, nous sommes quelque part déjà en train de vivre cela, c'est-à-dire la timidité dans les déplacements. Donc, nous estimons que cela ne sera pas quelque chose qui va particulièrement influer sur la bonne marche de notre pays, sur la croissance économique de notre pays, sur la quiétude sociale et politique. Voilà. Mais tout de même, nous réitérons quand même notre compassion pour ce qui s'est passé et prions pour que la paix, la sécurité et la stabilité politique soient de mise dans le Niger de manière générale.